Salut à tous, bienvenue sur le plateau du 45 minutes. C'est un dimanche, jour inhabituel, et l'émission va durer 1 heure, mais on a gardé le titre 45 minutes. Vous êtes bien sur les pages de Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. Partagez ce live avec nos nombreux abonnés et vos abonnés, et on posera vos questions à nos experts qui sont là. Et regardez ce beau plateau aujourd'hui pour cette dernière de la saison. Emmanuel Magdelaine, rédacteur en chef adjoint à France 3 Nord-Pas-de-Calais. Salut Manu. Jean-Louis Crossi, journaliste à France 3 Picardie, qui nous parlera d'Amiens. Bonjour à tous les amoureux du foot. Ils sont où là, Amiens? Les joueurs, ils sont dans l'avion actuellement. Ils sont dans l'avion. Ils sont dans l'avion pour Marrakech. D'accord, c'était la petite. Qu'ils venaient sur le plateau. C'est pas prévu? Non, ils sont dans la récompense de la saison. C'est la récompense. Ils partent 3 jours, ils reviennent mardi soir en Picardie. Vous auriez pu leur payer un aller-retour pour le plateau quand même. C'est pas nous qui allons payer. Ouais, mais vous auriez pu quand même. C'est pas sympa. Rachid Toisy, journaliste, rédacteur en chef adjoint au Courrier Picard. Merci Rachid, tu as vécu toute cette belle saison avec nous. On va parler évidemment d'Amiens et des autres clubs. Philippe Lefebvre, salut Philippe, journaliste, ancien consultant pour Canal+. Merci d'être avec nous. Joël Lemenighetti, un fidèle de 45 minutes, rédacteur en chef adjoint au journal L'équipe, et Daniel Leclerc, l'entraîneur emblématique du Racing Club de Lens, champion de France en 98, parce qu'on va aussi parler de Lens et du titre, de l'actu Sicora, de Valenciennes, d'Amiens on l'a dit, mais aussi de Chambly, Boulogne et Dunkerque. On disait... Et du LOSC. Évidemment, du LOSC. On a tellement peu parlé cette année. On va parler un petit peu du LOSC. Tu as oublié dans l'énumération. C'est vrai. Le fil rouge. On va commencer par un visage, Éric Sicora, l'entraîneur du Racing Club de Lens, l'ex-entraîneur. Il ne sera plus entraîneur cette année. Je voudrais votre réaction, messieurs. On a titré le Racing Club de Lens sans Éric Sicora. Daniel Leclerc, toi qui le connais très bien, qui l'a connu en tant que joueur, tu étais son entraîneur quand vous avez décroché le titre de champion de France. Est-ce que c'était une bonne idée de se séparer d'Éric Sicora après avoir fait le boulot? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On se rend compte que quand on endosse le costume d'entraîneur, même quand on remplit éventuellement, entre guillemets, certains objectifs, on n'est pas sûr de garder sa place. C'est ce qui arrive à Éric. Il a été professionnel et très consciencieux quand il était joueur. Je ne doute pas qu'il n'ait pas été consciencieux quand il était entraîneur. À mon avis, je pense qu'il a été pas très bien entouré et qu'il y a eu des choix compliqué peut-être contre sa volonté, mais aujourd'hui, quand on endosse encore une fois ce costume, il faut s'attendre à tout. Philippe, qu'est-ce que tu en penses de cette élection-là? Un peu surpris, parce qu'on avait quand même annoncé dans la presse il y a 2-3 mois que c'était l'homme de la situation si jamais il y avait le maintien, chose qu'il a assuré le maintien. Alors tout à l'heure, peut-être en off, je disais avec Daniel, ils lui ont peut-être reproché les herbiers, qui aurait pu être pratiquement une saison un petit peu sauvée pour le Racing Club de Lens, parce qu'avec le tirage au sort, on aurait pu retomber sur une finale PSG-Lens. Est-ce qu'ils en tiennent peut-être rigueur? Maintenant, la nouvelle direction, je pense qu'elle veut marquer son territoire par rapport peut-être aux anciens Lensois, et voilà, tout simplement. Allez-y, c'est dommage pour Éric. Donnez votre avis sur Éric Sicora. Joël. Je ne suis pas surpris. Il faut que ça change à Lens. Ça fait 8 ans qu'ils font la Ligue 2, à l'exception de la remontée avec Comboiré. C'est un club qui n'est ni dimensionné pour la Ligue 2, ni historiquement en Ligue 2 assuré. Donc c'est un club qui doit remonter. Il faut repartir sur des bases totalement différentes. Il faut changer les mentalités. Éric Sicora a fait du bon travail, mais à mon avis, l'inertie du club est plus forte que Sicora, donc il faut repartir sur autre chose, sur un nouvel entraîneur et des nouveaux joueurs dans la mesure du possible, financièrement parlant. Oui, justement, on parlait des nouveaux. On va voir. On parle de Franck Passy. Attendez, il y a Daniel Wozniak qui nous disait si c'est pour prendre Passy, aucun intérêt d'avoir viré Sicora, qui a quand même fait le boulot. Non, mais c'est Franck vrai que Passy, le profil de Passy quand même interroge. Enfin, moi, quand c'est Joël, je crois, qui a sorti ça dans l'équipe. C'est nos confrères de l'équipe qui l'ont sorti. Et c'est une piste prioritaire, mais ce n'est pas certain que ce soit lui. Non, Après, moi, je trouve ça regrettable, comme que tu dis qu'il a fait du bon travail. L'internaute dit aussi qu'il a fait le boulot. Il a fait le boulot, Et il est sanctionné, c'est comme regrettable. C'est vrai que le poste d'entraîneur est toujours le poste le plus exposé, mais c'est comme regrettable. Je suis pas d'accord, moi je partage tout à fait l'avis de Joël. J'ai beaucoup de respect pour Éric Sicora, mais je pense qu'à Lens, il faut un petit peu rompre avec le passé. Je pense que les dirigeants ont l'intention de rompre avec le passé et d'attaquer un nouveau cycle, je pense. Ils ont déjà largement commencé, puisqu'il y a la personne qui s'occupait du recrutement, qui était le bras droit de Gervais Martel, Didier Roudet est parti. Voilà. Donc c'est vraiment un nouveau cycle qui commence. Et je ne suis pas sûr qu'ils veuillent tout diriger, les nouveaux dirigeants, justement, les représentants de l'actionnaire, mais ils veulent quand même à un moment amener leurs pattes et leur réseau et leur choix, en les assumant.
Joël, s'ils veulent amener leurs pattes, pourquoi fin mars, Arnaud Pouille prend la parole dans La Voix du Nord, on lui pose la question très clairement. Est-ce que Éric Sicora sera l'entraîneur? Alors la réponse... Non, mais attends, laisse-moi finir. Et il répond oui, point. Parce qu'il était sous contrat. Parce qu'il était sous contrat. Oui, mais... Il était l'entraîneur parce qu'il était sous contrat. Oui, mais il pouvait... Après... Attends, on est quand même habitué à la langue de bois, aux réponses qui n'en sont pas. Ça aurait été, je trouve, plus intelligent dans ce cas précis, plutôt que d'envoyer le message, parce que là, derrière, tu me dis « Ah oui, mais c'est une stratégie, il faut rompre avec le passé. » En mars, ils ne savaient pas qu'il fallait rompre avec le passé, maintenant, ils le savent. Je voudrais rappeler qu'en mars, le club n'était pas sûr d'être maintenu. Ça aurait été une faute politique d'annoncer que c'était plus l'entraîneur. Ça me fait penser à ces clubs. Brigitte, après, on partira à Lens en direct, vas-y. Franchement, moi, Lens me donne l'impression de courir après son passé. Le passé, moi, je le respecte, il n'y a pas de souci, il faut en tenir compte, il ne faut surtout pas l'oublier. Mais à un moment, quand on arrive, quand on est nouveau dirigeant, bah effectivement, il faut un petit peu rompre avec son passé, prendre un nouvel entraîneur, repartir sur des bases un peu plus neuves. Ce sera le choix d'Éric Roy et ce sera à lui de l'assumer parce que c'est lui qui va, avec l'accord de l'actionnaire, déterminer le profil, faire signer le contrat et s'engager sur des objectifs avec un recrutement. Donc voilà, et à un moment, on repart sur un cycle. Mais disons qui ont les clés. Humainement, c'est pas terrible. Daniel, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Rachid? Non, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire quoi, rompre avec le passé? Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire du tout. Mais si. Ça ne veut rien dire du tout. Quand vous amenez des nouveaux fonds. Non. Enfin, si, mais si. Non, il suffit simplement, c'est peut-être qu'il y a une fin de cycle, mais il suffit simplement de trouver les bons joueurs, c'est tout. Ah non, je ne parle pas des joueurs, je vous parle de l'entraîneur. Moi, je pense qu'il faut effectivement rompre avec le passé. Lens doit rompre avec son passé. J'ai l'impression que ce club court toujours après son passé. À un moment, il faut passer à autre chose. Non, mais vous jugez les personnes à un moment donné. Non, on ne juge pas les personnes. Ils n'ont pas eu la possibilité de faire leurs preuves. Ah, mais non, mais... Tout à l'heure, vous dites qu'il a fait du bon boulot. Maintenant, est-ce qu'on attend de lui qu'il amène le club, que ce soit lui ou éventuellement quelqu'un d'autre? Est-ce que Franck Passy, qui n'a pas une expérience extraordinaire en Ligue 2, qui n'a pas un palmarès hyper impressionnant, est forcément meilleur que Éric Sicora, qui aurait continué dans une... Voilà. Non, mais cette question-là, Joël y a répondu en disant Éric Roy... Il n'a pas encore été nommé. Comment voulez-vous répondre à cette question avant qu'il ait commencé? Déjà, il n'a même pas signé son contrat. C'est un exemple. On va aller plus vite que l'ici. Non, mais c'est un exemple. Est-ce que... Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'Éric Sicora, personne ne sait ce qu'il aurait donné avec la possibilité de construire son équipe. Attention, il a eu un recrutement qu'il a choisi et 5 ou 6 joueurs qui sont arrivés. Donc on ne peut pas dire qu'il n'ait pas eu non plus un certain nombre de joueurs qu'il avait acceptés. Ils ont rectifié un recrutement financier. Si on va partir à Lens. Si je peux intervenir, qu'est-ce qui va se passer? Chose que je ne souhaite pas, bien évidemment, si l'année prochaine, c'est-à-dire la saison prochaine, au mois d'août, au mois de septembre, ils prennent le même départ que cette année. Parce que là, on prend quelques risques quand même. Donc, s'il y a un nouvel entraîneur qui arrive et qui prenne exactement le même départ, pourquoi pas? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, n'oublions pas que c'est les supporters qui ont mis Éric Sicora, en place. Aujourd'hui, il y a une petite un peu cabale contre Éric Sicora parce qu'il ne faisait pas jouer Christian Lopez. Mais j'aurais peut-être fait pareil. Allez, on part à Lens, on parle aux supporters. Philippe, tu en parlais. On va rejoindre Norman Noisette, représentant de Lens United. Bonjour Norman. Bonjour. En direct de Lens et du marché des supporters tout près de Bollaert. Alors, on voulait ton avis en tant que supporter. Est-ce que Éric Sicora, pour toi, c'est une très mauvaise nouvelle pour toi, supporter? Oui et non. Alors oui, parce que c'est une mission réussie pour lui. Il a pris le poste dans des conditions difficiles. Il est arrivé au bout. On finit 14e, on se maintient. C'était loin d'être acquis. Et non, parce que je suis assez d'accord avec les intervenants qui disaient chez vous qu'il fallait peut-être un nouveau souffle, redonner une nouvelle dynamique, repartir de zéro, repartir d'une feuille blanche. On sort de 8 saisons sur les 11 dernières en Ligue 2. Et il est temps de remonter en Ligue 1 et d'être un peu plus ambitieux. Et ça permet aussi à Éric Sicora de partir avec une image de mission réussie et de ne pas faire la saison de trop qui aurait été celle de l'échec. Mais j'étais au dernier match, il y avait quand même beaucoup de tension. Et quand on fait le boulot comme ça, on peut se dire aussi que c'est quand même dur. Il méritait d'être en place, non? Oui, je pense que c'est dur humainement pour lui. Après, est-ce qu'il aurait pu mener une équipe à la montée l'année prochaine? C'est compliqué à dire. Moi, j'avais dit sur votre plateau il y a quelques semaines que j'aimerais bien le voir, moi, avec un effectif qu'il aurait choisi, un style de jeu qu'il aurait mis en place et une saison complète. Ce ne sera pas le cas. Bon. Norman, quel profil d'entraîneur tu verrais là, pour la saison prochaine? Celui qui nous fera monter. Après,
La seule vérité, c'est le terrain, c'est les résultats. On peut être le meilleur et puis être le pire l'année suivante en fonction des résultats. Donc quelqu'un qui va coller, alors je sais que c'est un terme qui fait sourire parfois, mais un peu aux valeurs locales, aux valeurs du club. Et puis un peu d'ambition dans le jeu. On a envie de voir du beau jeu cette année, ça n'a pas été le cas cette année quand même. Bon, il y a beaucoup de noms qui circulent, Franck Passy, Elie Baup, Hans Mergadel, t'en penses quoi? J'en pense rien du tout. Encore une fois, si l'entraîneur qui vient, quel qu'il soit, gagne ses 4 premiers matchs ou sur les 5 premières journées fait 3 victoires, 1 nul, tout le monde dira que c'est le bon choix. Je sais pas. Franchement, je ne suis pas le mieux placé aujourd'hui pour dire. Je fais confiance à ce que le staff fait depuis 1 an. Arnaud Pouille fait du bon boulot, je pense. J'ai confiance en Éric Roy. Après, on verra le nom qui sortira. On parle beaucoup de Passy parce que c'est sorti dans l'équipe. Voilà, je sais pas. Sincèrement, je peux pas vous dire s'il y a un bon entraîneur ou pas. On a eu des noms très importants et puis qui ont été un échec cuisant et parfois des noms beaucoup moins connus qui ont été une réussite. Donc, seul le terrain dira. Merci Norman, je te laisse profiter du marché du supporter qui se déroule en ce moment en direct à Lens. Merci Norman. Moi, je voudrais poser une question. Comment voulez-vous qu'on parte sur une nouvelle dynamique avec les mêmes personnes dans l'encadrement technique? C'est pas possible. C'est matériellement et, on va dire, philosophiquement impossible. Dans la mesure où vous voulez changer les habitudes des joueurs et vous n'allez pas changer 100% de l'effectif, c'est financièrement et techniquement impossible. Si vous voulez changer les habitudes des joueurs, il faut de nouveaux hommes. Point final. C'est pas contre Sikora, c'est le système qui veut ça. Et Sikora, il a fait du bon boulot parce qu'il a maintenu le club, mais à un moment, il y avait une limite, c'est-à-dire quand vous voyez le comportement des joueurs à Tours, c'est exactement ce qui s'est passé pour le LOSC. Les joueurs n'ont pas fait le boulot. Ils ont été insupportablement défaitistes, ils n'ont pas fait d'efforts. Donc à un moment, pour changer ses habitudes, pour marquer une rupture, il faut de nouveaux hommes. C'est aussi simple que ça. Il faut faire comme le LOSC, c'est très bien la réponse. On a eu la réponse cette année avec le LOSC. Ils ont viré tout le monde. Et donc, attention, ils ont viré tout le monde. Attention, on ne demande pas de faire de loft, on ne demande pas de donner le pouvoir à une seule personne. Ils ont viré tout le monde, regarde où ils sont aujourd'hui. Non mais ça n'a rien à voir. Le LOSC qui a eu le pouvoir avec une seule personne, avec le loft, donc je ne demande pas de changer, d'abord c'est ce que je viens de dire, je ne demande pas de changer l'intégralité de l'effectif, c'est pas ça. Je demande de changer l'encadrement technique pour partir sur une nouvelle base, tout simplement. Et Dominique, toi tu veux une équipe à poigne, c'est ça? Non, mais pourquoi à poigne? À poigne, si tu veux que des choses soient remises en l'état et qu'on reparte sur des bases saines, entre guillemets, tu veux quelqu'un qui soit. D'abord, moi je ne veux rien, je ne suis que journaliste. Tu proposes, tu préconises. Ce n'est pas moi qui décide, moi j'accompagne et j'essaie d'expliquer aux lecteurs ce qui me semble cohérent et ce que j'ai envie de dénoncer quand il y a des choses à dénoncer. Je vais répondre indirectement à votre question. Si c'était Franck Passy, et ce n'est pas encore Franck Passy, ce serait quelqu'un à poigne, oui. Et c'est pour ça que Marcelo Bielsa le voulait dans son encadrement, parce que Marcelo Bielsa ne faisait aucunement de ce qu'on appelle de la discipline, et que c'était Franck Passy qui le faisait, notamment quand il l'a fait à Marseille, à ses côtés. C'est pour ça que Franck Passy a refusé de revenir au LOSC. Et donc si Franck Passy était l'élu, effectivement, il y aurait un minimum de discipline dans cet effectif. Il y a une donnée qu'il faut rappeler, c'est Arnaud Pouille qui l'a rappelé ici, c'est que l'année prochaine, financièrement, c'est la dernière saison possible pour monter. Après, vont se poser des problèmes financiers importants. C'est Arnaud Pouille lui-même qui le disait. Lens doit monter la saison prochaine. Oui, est-ce que du coup, c'est le bon choix de prendre un nouvel entraîneur juste la saison où tu dois monter? Donc ça veut dire pression maximale pour quelqu'un qui débarque, qui ne connaît pas le club, qui va devoir tout faire de A à Z. Plutôt qu'un Éric Sikora qui aurait pu Attends, laisse-moi finir. Plutôt qu'un Éric Sikora qui aurait pu quand même mettre son assis sur des fondations qui existent déjà, sur un club qu'il connaît. On ne saura jamais finalement si Éric Sikora aurait été capable, avec toutes les cartes en main, d'avoir le niveau d'un entraîneur qui peut monter en Ligue 2, voire jouer en Ligue 1. Mais on sait quand même qu'Éric Sikora a fait 2 fois entraîneur à Lens. Éric Sikora, dans sa tête... Et pas 2 matchs. 2 fois, il a remplacé, et 2 fois, on n'a pas vu qu'il y avait quand même des résultats qui étaient astronomiques pour dire que cette personne était capable de faire monter. Il a quand même eu 2 fois sa chance. Il n'a jamais été dans la situation dont on parle. Mais vous croyez que le métier d'entraîneur, c'est un métier confortable? Demandez à Daniel Leclerc si c'est facile et qu'il faut toujours avoir l'effectif dont on voulait, le budget dont on voulait et les mains libres. Ça n'arrive jamais. C'est jamais comme ça, c'est jamais idyllique comme ça. Avant de passer à l'autre sujet, vas-y Daniel. Oui, c'est un peu ce que dit Dominique. Quand on gagne, c'est grâce aux joueurs. Quand on perd, c'est de la faute de l'entraîneur. Moi, je regrette que la chaîne ne soit pas continue, qu'aujourd'hui, dans un groupe, que ce soit à Lille, à Lens, voire à Valenciennes, qu'il n'y ait pas l'ADN du club,
que ce soit tous des joueurs qui viennent de partout et qui, à la limite, s'en foutent carrément, quoi. C'est bien, c'est pas bien, c'est pareil, quoi. Bon, on va faire un Là, petit bond en arrière. de monter, mais on fait un peu, comme on dit en télé, on dresse le tableau un petit peu. Il y en a 10 qui veulent monter l'année prochaine. Et il y a du lourd. C'est-à-dire 3 Metz, les 2 descendants, peut-être Toulouse, bon, peu importe. Après, il va y avoir Le Havre, qui veulent monter, Lorient, qui veut monter, Brest, qui veut monter, Auxerre, qui veut monter, Lens, qui veut monter, Clermont, qui est un très bon entraîneur, Gatien, partout où il passe, il réussit, il marche bien. Donc là, on est à peu près une dizaine. Plus les 2 Paris. Paris FC, ils sont en train de faire un club, je ne sais pas si vous le savez. Paris FC, ils n'ont pas acheté, ils n'ont rien acheté. Ils viennent d'acheter 20 hectares de terrain à côté d'Orly. Donc la pierre est partie, ça y est, c'est parti. Ils ont un actionnaire qui s'appelle Vinci. Donc ils vont tout doucement. Cette année, ils avaient 10 millions de budget, l'année prochaine, ils ont Il y a du lourd en Ligue 2 l'année prochaine. Il y a du lourd. Mais il y a 2 saisons, Reims avait le plus gros budget de Ligue 2, ils ne sont pas montés, il y a 2 saisons. Donc on n'est pas là, c'est pas tous les coups qu'on gagne, il y aura que 2 montées plus un barragiste. On dit on va monter, oui. C'est pour ça que moi perso, je suis été pour le truc le maintien de Sicora, d'Éric Sicora. Toi, tu étais pour. Mais oui, j'étais pour. Parce que là, si je vous dis, s'ils perdent 4 matchs l'année prochaine, avec peu importe, parce que si je le connais pas, je veux dire, Elie c'est un ami, mais je veux dire, ils viennent là, puis d'un seul coup, ils perdent les 4 premiers matchs. Ils vont faire quoi? Le Bollard, ça devient quoi? Allez, avant de passer à l'autre pas, on va se faire plaisir. On parlait du passé. Mais c'est sûr qu'il ne fallait rien changer. Aussi. Il fallait rien changer. Restons comme ça et rester en Ligue 2 pendant 20 ans. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Je disais, on va se faire plaisir. On va voir la réalité des faits. On va se faire plaisir. On va regarder une image. On ne change rien, tout va bien. C'était il y a 20 ans. Tu caricatures ce qu'on dit. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'il fallait rien changer. C'était il y a 20 ans. On écoute cet extrait de ce reportage tourné dans la nuit du 9 mai au 10 mai 98 avec Ali Benmourdan et Emmanuel Kina. Regardez, vintage. Plus de 4000 supporters sont prêts à exploser une nouvelle fois. Il est près de 1h30 du matin. L'avion des joueurs vient juste d'atterrir. Le plus beau reste pourtant à venir. Le plus beau se déroule sur la pelouse du stade Bollaert. Il est 3 h du matin. 25 000 supporters accueillent les héros. Il n'y a pas de mots, c'est inexplicable tellement c'est beau. Regardez, simplement écoutez ce qui peut se passer. C'est simplement ce que je peux vous dire. Ouais, c'est fabuleux, c'est exceptionnel. Pour nous, mais même pour eux, on leur devait ça, c'est bien. Je crois qu'aujourd'hui, c'est toute la région qui doit être fière. Le lendemain, c'est une foule incroyable qui envahit les rues de Lens. Du jamais vu sur cette terre de foot, ce mois de mai 98, 2 mois avant le titre de champion du monde des Bleus de Zidane, Lens a écrit la plus belle page de son histoire. Voilà, on s'est fait plaisir et l'un des artisans de cette page était Daniel Leclerc. Vous n'avez pas changé, Daniel, hein? Non, toujours aussi je sais pas quoi. Alors, on peut passer à autre chose, mais gardez, tu parlais de l'ADN du club, c'est ça aussi l'ADN du club, on est d'accord? Bien sûr, moi j'ai hérité vraiment d'un groupe exceptionnel. On y a rajouté bien sûr Stéphane et puis Anto, mais ce groupe, Ziani, Drobignac, oui. Ouais, mais nous on est un peu plus intime. Oui, j'entends bien. Non, mais c'est fabuleux. Moi, Gervais, Jean-Luc m'ont permis de vivre une aventure exceptionnelle avec François, avec Dédé et puis avec Stéphane. Ça a été vraiment une saison. Et aujourd'hui, j'ai la sensation que c'était hier, parce que est-ce que le fait d'être nostalgique de cette saison, ou peut-être être nostalgique ou déçu des performances des Lensois, je suis souvent apostrophé sur les brocantes en me disant merci. Bah oui, merci, mais ça fait il y a 20 ans, quoi. C'était Philippe, hein? Ouais, j'étais là, j'ai la première ITV de Daniel en direct. Je me souviens même de la question. Je dis, Daniel, vous êtes élu roi de France, et on part au milieu du terrain, et Daniel me répond. Et après, ça a été au niveau de l'émotion pour moi qui avait joué dans ce club. J'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens qui me prenaient affectueusement dans les bras. J'ai eu l'interview de M. Delélis, Arnold Sovinski, qui était mon premier coach,
qui nous a raconté un peu toute l'histoire du club. C'était fantastique. Et il faisait une chaleur. Mon Daniel, il se souvient, il faisait, je sais pas, 30 ou 35 degrés au cerf, quoi. C'était fabuleux. Après, on les a cherchés. Nous, j'étais parti avec Christophe Josse, avec une voiture. On cherchait après eux. Et finalement, ils étaient au stade. On n'est pas trop qu'ils étaient au stade. Avec nos équipes et on ne pouvait pas s'empêcher de passer ce super moment. Il y a un club qui n'a jamais connu ça. C'est Valenciennes. On va passer à Valenciennes quelques minutes, messieurs. En Ligue 2, on va voir le classement de la Ligue 2, Bertrand. Manu, est-ce que Valenciennes, on dit une saison mi-figue, mi-raisin? Oui, c'est pas la première. c'est ça le problème de Valenciennes, c'est que là, ils sont dans un cycle qui est toujours le même. On pourrait dire maintenant, on dit ça souvent, moyennasse, quoi. C'est le truc, on sait pas trop où ça va. On sent pas d'enthousiasme, on sent qu'il y a des problèmes, mais on n'arrive pas bien à les serrer. On sent qu'il y a des tensions entre le président, entre parfois le staff et les supporters. En tout cas, on sent que c'est pas un club qui, pour l'instant, a les fondations assez stables et la politique qui permettrait vraiment de se dire, tiens, ils pourront peut-être à terme monter en Ligue 1. Est-ce que c'est l'objectif? C'est l'objectif. Clairement, d'ailleurs, ça l'était cette saison. Hein. Plus ou moins en filigrane, mais assez clairement quand même. Et Diziak disait que ça aurait été bien d'être dans les 5 premiers. C'était l'utopie, oui, mais c'est l'utopie du président. Oui, mais c'est le président. Oui, mais alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont terminé leur régime, là. C'est surtout ça. C'est-à-dire que maintenant que le processus de conciliation avec le tribunal de commerce s'est définitivement éteint en fin juin, ils vont pouvoir respirer financièrement, reconstruire, parce qu'ils ont amaigri le club dans toutes ses composantes. Administratif, technique, encadrement, formation. Et à un moment, je pense que le travail d'Origine Ladret, qui a repris le club en milieu de saison, et alors qu'il y avait des résultats corrects avec Farouk Hadjibedjik, il a fait un travail tout à fait cohérent. Il va prendre la suite, donc vous serez content, il y aura le même entraîneur, donc là, il n'y aura pas de souci. Et donc, non mais voilà, je veux dire, là, il y a vraiment quelque chose qui a été fait. Il a vraiment compris que ça fait 4 saisons qu'il y a souvent des soucis par rapport au maintien et que maintenant, il va peut-être l'assurer. L'interrogation que j'ai, je n'ai pas les réponses, c'est est-ce que Partouche, qui est un actionnaire important et qui peut éventuellement mettre l'argent pour que ce club se stabilise en Ligue 2 et vise la montée, est-ce que Partouche va, entre guillemets, prendre le pouvoir et injecter des liquidités pour recruter et pour renforcer cet effectif et avoir des ambitions sportives supérieures? Je réponds juste à ça, Pascal ou Cédric ou l'inverse, qui nous dit: les journalistes ne commentent pas les commentaires sur le Facebook Live. Si, on essaye de les commenter. Posez vos questions à nos experts, à Daniel Leclerc, on les posera directement sur le plateau. Daniel Leclerc, Valenciennes, quelle ambition pour Valenciennes? Toi qui as connu ce club. L'ambition du début de saison, c'était en fonction du parcours de Farouk Hadjibedjik, qui était intéressant, et on l'avait même dans les premières émissions situé vers la 4e place. Donc à un moment donné, c'est vrai que le fait de changer d'entraîneur alors que ça se passait pas trop mal, c'était peut-être pas une bonne idée. Là pour le coup, je suis d'accord. Mais c'est comme ça. Il n'y avait pas de raison de changer d'entraîneur à l'époque, hein, vraiment pas. Ça s'est fait. C'est le pouvoir, on va dire, régalien du président. Et ensuite, je trouve qu'avec Régine Ladret, ils ont fait une bonne pioche. C'est quelqu'un qui a un vrai état d'esprit, qui a vraiment travaillé sur le cœur de l'esprit de cette équipe. Et je pense qu'il a la légitimité, non seulement pour continuer, mais pour avoir une ambition supérieure la saison prochaine. Il va falloir qu'il recrute quand même pas mal de joueurs. Parce il y a beaucoup de fins de contrat. Il y a surtout beaucoup de joueurs en prêt. 8 ou 9, je crois. Donc, s'ils n'ont pas d'argent, c'est le nerf de la guerre. Comment ils vont faire pour recruter? Régine Ladret, moi, je le connais un petit peu. Plus, c'est un... Bon, je sais pas, tout le monde le sait, c'est un ch'ti. Régine Ladret. Il est de Cuc, il est de la lisière du Touquet, on va dire. Mais... au niveau du jeu, tout ça, c'est pas mal. Ah non, c'est offensif. Et en plus, il a perdu Motiba. N'oublions pas que le LOSC est venu acheter Motiba. Et c'était son meilleur buteur. Et puis pendant 3 mois, ils n'ont quasiment pas marqué. Donc pour une équipe qui était offensive, qui n'avait pas d'efficacité, se maintenir dans des conditions beaucoup plus sécures que le RC Lens, je trouve que c'est une vraie performance. Manu, il y a des moyens économiques de viser la Ligue 1 à Valenciennes? Joël a apporté une partie de la réponse. C'est vrai que là, en juin, il y a quand même une longue période de disette financière qui va normalement se terminer, qui va offrir un peu d'air financier à Valenciennes. Maintenant, moi, j'ai le sentiment quand même que humainement, la présidence des Diziak pose beaucoup de questions et que ce qu'on ressent quand même, c'est que ça bloque pas mal de choses. Quand on voit qu'aujourd'hui, la mairie de Valenciennes est en bisbille perpétuelle avec le club, que bon nombre de supporters sont en bisbille perpétuelle avec la présidence du club,
Je suis désolé, mais évidemment, c'est pas eux qui jouent sur le terrain et ça fait pas tout. Mais ça crée un environnement, je trouve, qui est pas favorable à un enthousiasme autour de Valenciennes pour un projet qui pourrait être la montée à court ou moyen terme. Claudie Frédérici, on n'entend pas beaucoup parler de la formation à Valenciennes. Et justement, je voulais en parler parce que je suis allé les voir dimanche dernier contre le Portel. Et j'en discutais un petit peu avec Olivier Bijouta et puis Christophe Delmotte qui fait quand même un travail exceptionnel. C'est un futur entraîneur de haut niveau. Et si Valenciennes doit s'appuyer sur son centre de formation, je me rends compte, comme l'a dit Joël, son meilleur joueur à la limite en devenir, c'est Robaille qui est prêté par le PSG. Mais qui va rester. Une bonne pioche. Qui a encore un an, à moins qu'il ait des propositions de Ligue 1. Alors on suivra Valenciennes dans les prochaines semaines aussi avec le recrutement dont tu parlais, Philippe. Il y a des clubs aussi qui rêvent de monter en Ligue 2 et rejoindre Lens et Valenciennes. On va parler de Chambly, Boulogne, Dunkerque. Rachid, Chambly, est-ce que ça a les moyens alors, on va voir des images. C'était les héros de la Coupe de France cette année, évidemment, avec les Herbiers. Ils auraient pu aller au Stade de France. C'était peut-être dur de s'en remettre, bien évidemment. Ils ont vécu des choses aussi dramatiques. Mais est-ce que retour sur le terrain, retour à la réalité, est-ce que la Ligue 2 est possible? L'entraîneur Bruno Lozzi, qui était courtisé par un club italien, Vicence, finalement va rester à Chambly. Et Il faut changer. Non, c'est lui qui voulait partir, c'est différent. C'est différent. Il y a quand même une grosse nuance. Hein. Donc il a décidé de rester et il a clairement annoncé que Chambly jouerait la montée la saison prochaine. Oui, comme il l'avait annoncé déjà en début de saison, mais ça ne s'est pas bien passé parce qu'il y a eu un problème. Les résultats en début de saison n'étaient pas bons. Il a présenté sa démission qui a été refusée. C'était en août ou en septembre. Et là, effectivement, il y a un problème de stade, en fait. C'est ce que je pense que Chambly c'est de structure, d'infrastructure. En changeant de stade. Le stade, ça a changé de dimension, je pense. Là, ils jouent dans des conditions, c'est champêtre. Quoi. Ils veulent un stade de 5 à 6 000 places. La Coupe de France leur apporte 1 million d'euros quand même. Donc il va être réparti pour moitié en prime pour les joueurs et le staff. Et l'autre moitié, ça va être de l'investissement dans la formation, etc. C'est une politique intelligente. Et peut-être que Chambly s'est maintenu en national parce qu'ils n'ont pas été en finale, alors que les Herbiers, malheureusement pour les Herbiers, a pris 4-1 à Béziers lors de la dernière journée et peut-être a payé cette finale contre le PSG. Ouais, c'est exactement ça. De toute façon, on peut faire un bon club partout, c'est une question de volonté pour moi et de compétence. Regardez Guingamp, comment ils sont... Un peu de moyens quand même aussi. Ouais, mais regardez Guingamp, peu de comment moyens. Ils ont grandi. Il y a une corrélation entre les moyens et les résultats quasi systématiques. Bien sûr. Mais c'est pas le nombre d'habitants qui fait qu'on a un grand club. Hein. Alors il y a Chambly, il y a aussi Boulogne, Dunkerque. Alors c'est très très serré dans le championnat. Hein. C'était très serré, Manuel. C'est le championnat le plus difficile parce qu'il y a énormément de coups et il y a très peu de ressources. Et il y a 3 points d'écart entre le 5e et le 13e ou 14e. Il y a des longs voyages. L'exemple de Dunkerque est dingue. Dunkerque, à 3 journées de la fin, il pouvait encore être relégué. Et à 3 journées de la fin, il pouvait encore être 4e. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est féroce. C'est incroyable. Et Dunkerque. Les niveaux sont totalement homogènes. Ouais, Dunkerque finit finalement 9e, je crois. Ouais, c'est ça, 9e. Bon, voilà. Et Grenoble, qui était en tête une grande partie de la saison, fait les barrages, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a eu des émeutes dans le stade parce qu'ils n'avaient pas validé leur montée dans les 2 premiers. Je voudrais juste revenir sur Chambly, parce qu'ici, il y a des gens peut-être qui aiment un peu le changement, un peu les bouleversements. Quand il est nécessaire. Oui, mais justement, à Chambly, qui réalise quand même une saison correcte en championnat, une très bonne saison en Coupe de France, il va y avoir un chambardement dans l'équipe, entre un tiers et la moitié de l'équipe. Peut-être qu'inéluctablement, c'est des raisons financières. Pas seulement. Les joueurs sont sollicités. Pas seulement, il y a d'autres raisons, mais bon voilà. Donc, ils vont garder leurs meilleurs joueurs quand même. Ils vont garder une partie de leurs meilleurs joueurs. mais le changement dans la continuité, c'est bien aussi. Hein. Exactement. Alors, Boulogne, on parlait de Dunkerque, on parlait de Chambly, Dunkerque et Boulogne. Les ambitions de ces deux clubs Les deux annoncent que l'année prochaine, ils vont jouer le maintien. C'est bien, on est dans une émission où tout le monde joue la montée. C'est comme Giroud, ça change. Non, mais après... Il y a un changement de présidence à Boulogne qui va peut-être faire évoluer les choses. Voilà, c'est quand même Jacques Petet qui a passé la main après deux décennies de présidence. Ils ont un entraîneur qui est costaud. Dunkerque a connu quand même des problèmes administratifs. Ils ont perdu 3 points par la DNCG. Ils ont été aussi en encadrement de masse salariale. Tout ça, il faut que ça se régularise. Donc du coup, pour l'instant, le président, il est assez réaliste. Il dit l'année prochaine, on jouera à nouveau le maintien. À Boulogne, on sent que la Ligue 2, c'est pas encore pour la saison prochaine. Maintenant, il peut y avoir une surprise, mais on sent que ces deux clubs-là, s'ils restent séparés, parce que moi, je reste persuadé qu'il y aurait quelque chose à faire de plus intelligent, la Ligue 2, je le sens pas là à court terme. Il a raison, Joël. Le championnat national, c'est un
championnat qui coûte cher. Plus qu'il n'en rapporte. C'est vraiment, Amiens a joué en national, mais c'est un bourbier, quoi, le national. Il fallait s'en sortir. Et financièrement, ça leur a coûté une blinde. Les fusions ne sont pas toujours des réussites. On l'a vu à différents niveaux. Ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, dans l'Oise, il y avait un projet de fusion entre Beauvais et Chambly qui ne se fera probablement jamais. Alors, Quevilly-Rouen métropole, je pense que ça a périclité à cause de ça aussi. On essaiera de suivre Boulogne, Dunkerque et Chambly la saison Dunkerque, prochaine. ça a été l'un des clubs qui est resté le plus longtemps en Ligue 2. Entre les années 70 et 30 ans. Ils avaient quand même un président à l'époque, puisque moi je jouais contre Dunkerque à l'époque, qui était un marchand de meubles, je ne sais plus son nom, ce monsieur, du jour où il est parti. Ça fait une quinzaine d'années qu'ils essaient de remonter en Ligue 2, ils n'y arrivent pas. Hein. Ils ont un nouveau stade bientôt aussi. Enfin, le stade est rénové. C'est-à-dire que tous les ans... Allez, partagez ce live, nouveau stade, posez vos questions, on les pose à nos experts. On a le classico, la question quand tu es sur ce plateau, Daniel Leclerc. Sylvain Schuller nous dit, Daniel revient comme entraîneur. Non. Il n'y a pas de point d'interrogation, mais c'est non. Non, pour l'instant, je n'ai pas la tête à ça. Ok. Je suis ici, c'est déjà pas mal. Et tu es bien avec nous. Béatrice Gallet-Petit nous dit Amiens est dans les oubliettes. Eh bien non, Béatrice. On va parler d'Amiens avec le dernier match de la saison. C'était hier au Stade Vélodrome. On va voir quelques images. On disait avec Pierre-André tout à l'heure dans l'émission Dimanche en politique. Ça reflète bien la saison. Ce match, Rachid, t'en penses quoi? Vas-y Jean-Louis, toi qui as vu tous les matchs. Si ce match reflète la saison, puisque la saison est quand même positive, là on est quand même sur un résultat négatif, malgré tout, même s'ils ont obtenu le maintien. Rivalisé avec l'Olympique. Mais c'est vrai qu'ils ont fait un match plutôt correct, je sais pas, moi j'y étais pas, mais Rachid y était, il peut vous en parler. 20 minutes complètement étouffés par les Marseillais, les 20 premières minutes. Après ils ont fait surface et puis de 1, ça me paraît logique. Ouais. À 10, c'est compliqué. À 11 déjà au Vélodrome, c'est compliqué. À 10, c'est encore plus compliqué. En tout cas, ils n'étaient pas encore en vacances, contrairement à d'autres. Non, ils sont partis ce matin à Marrakech, hôtel de luxe, dont on ne citera pas le nom. Cadeau du président, ils reviennent mardi et ils ont déjà commencé à bosser sur la saison prochaine. Tu disais par là, ils ont fait le boulot jusqu'au bout. Ah oui, non, oui. On parlait d'ADN, c'est un peu ça. L'ADN d'Amiens, c'est des joueurs sur un cycle de 3 ans. Je pense qu'ils arrivent en fin de cycle, certains du moins. Donc il ne faut pas se tromper au niveau du recrutement. Alors justement, la question que l'on se pose évidemment, c'est Christophe Pélissier. On l'écoute hier devant les micros et les caméras de nos confrères de France 3 Marseille. Les 20 premières minutes nous impactent beaucoup parce qu'on savait que le temps allait jouer pour nous, avec la fatigue pour Marseille du match de mercredi. Mais bon, on n'a pas su bien gérer ces 20 minutes qui nous pénalisent sur le reste du match. Tout le monde s'accorde à dire que la deuxième année est la plus difficile. Donc, déjà qu'on l'a trouvé dur celle-là, on se dit qu'il va falloir quand même mettre des moyens supplémentaires et avoir des moyens supplémentaires pour construire une équipe de qualité encore supérieure. Donc, ça, c'est la discussion qu'on va avoir maintenant que le championnat est terminé avec mon président. Ouais. Voilà, Béatrice nous dit merci, monsieur le présentateur du commentaire. Bon dimanche, voilà, c'est pour vous tous aussi. Christophe Pélissier, est-ce qu'il va rester? Il est convoité, là, non? Ça négocie. Oui, ça négocie, mais moi, ça reste un mystère parce que, à écouter le président, il pense que son entraîneur va rester. À écouter l'entraîneur, il veut rester. Alors pourquoi c'est pas signé? Parce que c'est des questions d'argent et que pour l'instant, il a une proposition à 40 000 € par mois qu'il va sans doute accepter et qu'il y aura peut-être une refonte de la direction sportive, comme on l'a dit dans notre précédente émission. Moi, j'ai une autre version, Joël. Attends, proposition, Joël, d'Amiens à ce tarif. Oui, le président lui a proposé une augmentation de 10 000 € mensuels. Et il voulait plus, mais peut-être que ça va se réguler par des primes. Vous savez, ça, c'est des négociations financières. Et il y a aussi la refonte de la direction sportive avec est-ce que John Williams va rester ou pas? Est-ce qu'il sera remplacé par une autre personne à la direction sportive? Ça, c'est en ce moment en train d'être négocié ou décidé. Les infos du Courrier Picard. Alors, les infos du Courrier Picard, c'est le président qui le dit. John Williams va rester. Pour le président, c'est un excellent recruteur. C'est le président qui parle. Que le président avait dit depuis de nombreux mois qu'il ne s'occupait pas du recrutement, c'est bizarre. Je te dis ce qu'a dit. Donc c'est bien un excellent recruteur. C'est lui qui va s'occuper de la cellule de recrutement, bien sûr. Oui, je pense. Enfin, ça paraît pas. Et quant à Pélissier, Christophe Pélissier, moi je m'interroge. Je pense qu'il n'a pas spécialement envie de continuer de travailler avec John Williams. Ah non, mais ils partiront pas en vacances. Tous les deux, c'est clair. C'est pas la peine. Il y a combien de pourcentage de chances qu'il reste à Amiens, Christophe Pélissier? Christophe Pélissier, je dirais qu'il y a 60%. Ah, c'est pas beaucoup. Moi, je pensais que c'était à 90. Non. La dernière séance, c'était hier soir. Il y a le jeu de ce qu'on appelle les jeux de chaises musicales là, qui va commencer avec les entraîneurs.
Il y a Ranieri déjà qui va quitter Nantes. Donc à partir du moment où on va déplacer un pion, après ça va commencer à se mettre en route. Donc s'il rappelle des étrangers, Garande s'en va. Ça dépend aussi de Toulouse, si Antoine va Toulouse peut-être se partir à maintient Guingamp, ou pas. Pélissier, les courtisés à Guingamp. Donc après ça va se mettre... dans la semaine, on va déjà être fixé là. Je pense qu'il faut avoir un œil sur Caen, sur Toulouse. C'est pour ça que Pélissier va donner sa réponse après les barrages. Voilà. C'est pour ça qu'il va donner sa réponse. Mais Toulouse, c'est le côté affectif, simplement. Il n'y a que ça. Est-ce qu'il y a un problème aussi de défi sportif concernant Toulouse, parce qu'il a signé avec un agent qui s'appelle Stéphane Canard et qu'il est très ancré, notamment dans la région, et qu'il est en partie prenante dans les affaires de Toulouse en qualité d'agent sportif. C'est une des raisons pour laquelle Pélissier pourrait éventuellement signer à Toulouse, absolument. Pour répondre à Joël, au niveau de la cellule de recrutement, Gérard Battles va intégrer la cellule de recrutement. Et il aura un œil sur le recrutement français. Voilà, Battles. Alors, si c'est ça, je pense que John Williams ne sera plus le responsable du recrutement. Pour moi, c'est le Nord-Pas-de-Calais, c'est bon. Pardon ? Pour moi, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Si je dois entraîner, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais. Ah oui, d'accord. Juste un mot. Christophe Lacroix nous dit pur et aucun mot positif sur Lille, que des allusions négatives. Vous le verrez tout à l'heure, dans 10 minutes, on parle du LOSC, donc restez avec nous. On fera gaffe. Posez vos questions. Juste un mot sur Pélissier, je vous fais le résumé des épisodes précédents. Vous n'étiez pas dans le dernier 45 minutes, mais on en a parlé longuement. Et quand même, ce qui ressortait, c'était mon opinion, mais j'étais pas le seul à soutenir cette thèse, c'est que c'est pas forcément ni l'intérêt d'Amiens, ni l'intérêt de Pélissier de refaire une nouvelle saison ensemble. Voilà. Voilà, Rachid, tu étais là d'ailleurs. Tu étais un peu sur. Changer d'entraîneur tous les ans. Bah voilà, tu vois. Comme quoi, on n'est pas un paradoxe près dans cette émission, mais quand même, c'était intéressant l'analyse aussi. Et d'ailleurs, Christophe Pélissier le dit lui-même, c'est pas une légende qui veut que la deuxième saison soit plus difficile. C'est l'histoire du sport. De rééditer un exploit, c'est plus facile que d'en faire un. C'est l'histoire du sport. Et ça, Christophe Pélissier, il le sait bien mieux que moi. Je pense que le président d'Amiens, il le sait aussi, au fond de lui. Les joueurs le savent aussi. Rééditer ce qu'ils ont fait, c'est forcément plus dur. Et si c'est forcément plus dur, il faut se dire, est-ce que dans notre tête, on a les moyens, les petits trucs qui vont faire qu'on va quand même réussir ? Moi, je pense que Pélissier, il n'est pas sûr à 100% de pouvoir rééditer ce qui a été fait cette saison. Mais alors, une des raisons pour lesquelles il resterait ou pas, pour moi, c'est la raison majeure, c'est qu'il aurait un peu plus de pouvoir sportif dans le recrutement et dans l'organisation de son effectif. Un certain nombre de joueurs qui doivent rester, ça fait partie du deal probablement, et puis effectivement, il veut avoir un certain nombre de joueurs sur lesquels il compte, venant d'autres clubs et voire de près. Et ça fait partie effectivement... Vous allez perdre Kakuta déjà. Oui, ça c'est quand même un des joueurs majeurs qui a en fait le go-between qui a fait que la saison était bonne techniquement. C'est quand même un joueur au-dessus du lot. C'est un coup dur quand même. Ah oui, mais c'était attendu. Bien sûr, mais il faudra réorganiser le jeu, il faudra réorganiser une équipe autour d'un autre joueur ou d'un autre système. Donc après, je pense que ça demande un peu plus de temps. Très longtemps. Je pense que d'ici la fin du mois, il donne sa réponse, Christophe Pélissier. Donc la fin du mois, ce sera la fin du mois. C'est dans quelques jours. C'est logique parce qu'après il y a la période du mois de juin. Le marché va commencer le 9 juin, donc il faut aussi anticiper, il faut avancer dans les ventes, les achats. Il a un certain talent parce que ce qu'il a fait à Luznac, ce qu'il a fait à Amiens. Donc aujourd'hui, c'est plus du hasard. Au début, il a fait peut-être le tube de l'été. On a dit, bon, il fait une saison comme ça. Mais moi, je ne connais pas ce garçon, mais apparemment... 4 montées en 5 ans et un maintien, ça classe quelqu'un. Il paraît être compétent et très compétent. D'ailleurs, Cédric Pascal nous dit, bravo Amiens, bravo Pélissier, bel entraîneur, clin d'œil à Luznac également. Daniel Leclerc, toi qui as vécu juste après 98, les après-succès, est-ce que Christophe Pélissier en parlait, c'est la deuxième année la plus dure? Est-ce que c'est vrai ça? Ben oui, ça peut être vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où on va garder tout son effectif, tous ses meilleurs joueurs, c'est vrai que Kakuta va partir. Et ce ne sera pas facile de le remplacer quand même, parce qu'il a eu quand même une emprise et puis une influence sur le jeu d'Amiens. C'était Stéphane Ziani d'Amiens. Pour Lens, ça a été dur. L'année d'après, ça a été dur. Ils ont gagné la Coupe de la Ligue. Mais non, mais c'est toujours, bien sûr que c'est toujours plus difficile. Et je comprends, j'apprécie que je serais curieux de discuter avec Pélissier pour savoir un petit peu ce qu'il a dans sa tête. Est-ce qu'il pense vraiment que ça va être plus difficile effectivement? Est-ce qu'il est capable de le supporter? Et moi, je mets une petite pièce sur Toulouse s'ils se maintiennent. Là, il y a Toulouse. En même temps, sportivement, le Toulouse de ces dernières années par rapport à Amiens, il y gagnerait pas forcément beaucoup. Mais bon.
Oui, mais c'est sa région, effectivement. Mais bon, ça ne fait pas tout. Il veut évoluer dans son métier, il veut avoir d'autres ambitions. Un club peut-être qui pourrait un jour jouer l'Europe. Pour l'instant, ce n'est pas le cas de Toulouse. Non, mais s'il doit partir, c'est maintenant. Il est en position de force. Il est en position de force. Sachant quand même que son président... Il est sous contrat quand même. Oui, mais c'est ça. Il ne va pas partir comme ça. Non, il a une saison de contrat. C'est une partie j'allais dire de poker menteur, c'est un peu ça. Le président, mais il est encore sous contrat. Et lui, il est en position de force. Tu fais comment pour dealer tout ça? Tu lui proposes un contrat avec lequel il sera d'accord et des prérogatives avec lesquelles également il pourra accroître sa sphère d'influence. Et il ne l'aura pas. Ça, c'est clair. Au niveau de la cellule de recrutement, il ne l'aura pas. Il lui a clairement dit que ce sera encore John Williams. Tu vois, mais c'est vrai que si Christophe Pélissier reste à Amiens, ça va certainement attirer des joueurs pour venir tenter le défi amiénois. Bien sûr. Je ne comprends pas que Pélissier n'ait pas plus de propositions que ça. Moi, je crois qu'il en a, Daniel. Je crois qu'il en a. Et à mon avis, il doit être dans les discrétions. Oui. Je pense qu'il en a. Je pense qu'il y a Guingamp, je pense qu'il y a Toulouse, je pense qu'il y a Caen, sans être dans ces clubs-là. Si Antoine s'en va... Tu évoquais Nantes aussi tout à l'heure. Nantes... Pourquoi pas? Non, mais je lance l'idée. Le LOSC. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Justement, belle transition. Si Galette s'en va, ouais, pourquoi pas? Manu, tu devrais faire de la télé, tu as des transitions qui sont vraiment très bonnes. On va parler du LOSC, messieurs, il nous reste 20 minutes de jeu. LOSC, hier, on l'a vu tout à l'heure, qui se déplaçait à Saint-Etienne. Vous avez regardé le match hier, Joël? Oui, j'ai regardé le match, j'ai fait cet effort. Après s'être sauvé miraculeusement, après 2 très bons matchs, notamment face à Toulouse. Voilà, 5-0, vivement la saison prochaine, c'est ça, Joël? Oui, vivement la saison prochaine, donc bravo à Christophe Galtier d'avoir assuré le maintien. J'ai entendu beaucoup de choses sur le thème Galtier fait moins bien que Belcia, etc. Au final, l'objectif, là, et c'est lui qui a parlé de miracle, est atteint et c'est la meilleure des choses qui pouvait arriver à Lille. Maintenant, il y a une étape supplémentaire que tout le monde attend, les observateurs comme les joueurs et l'entraîneur. C'est le passage devant la DNCG le 29 mai qui dira si Gérard Lopez a assumé l'ensemble des promesses qu'il a faites, c'est-à-dire d'injecter de l'argent. Il va injecter 30 millions d'euros, mais ce sera pour accroître l'endettement. Et il est, lui, persuadé en interne que ça se passera bien devant la DNCG. Ce n'est pas ce qui nous revient de la DNCG. Ils vont être intransigeants. Et les demandes qui sont faites sont très précises. Et si le club ne répondait pas à ces demandes, car il est aujourd'hui en rétrogradation administrative à titre conservatoire, eh bien, il serait rétrogradé en Ligue 2. Donc là, clairement, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe industrielle au LOSC encore, Manu. Non, si on répond oui, on va avoir une volée de commentaires pour dire que oui, mais c'est la réalité concrète. Le LOSC qui est rétrogradé pour l'instant en Ligue 2, sauf à ce qu'il amène les éléments permettant à la DNCG de changer d'avis. Moi, dans ce que j'ai entendu de Gérard Lopez, il a donné quelques interviews après le match du maintien, j'ai rien entendu de précis, de concret, de sûr et certain. Il dit ça va aller, mais il disait déjà ça. Je vous le rappelle, il faut quand même se le redire. En juin dernier, le LOSC a dû apporter des documents complémentaires et n'a pas eu tout de suite l'accord de jouer à nouveau en Ligue 1 la saison dernière. C'était en juin, on l'a oublié, mais c'était aussi un épisode à la DNCG. Le LOSC a été interdit de recrutement, ça veut dire que le regard de la DNCG est constant sur les finances du LOSC depuis l'arrivée de Gérard Lopez. Pour eux, c'est trop flou, c'est pas assez sûr. C'est trop risqué de laisser le club continuer sa politique sans rien dire. Et donc, effectivement, petit à petit, au plus les échéances se rapprochent, au plus on se dit qu'un jour, ils vont taper du poing sur la table et dire on ne peut pas accepter des finances comme celle-là en Ligue 1. Voilà. Juste une chose, Joël. Christophe Lacroix, je fais juste une mise au point, nous dit va-t-on voir enfin Joël Dominguetti dire du bien du LOSC? Alors clairement, on n'est pas là pour dire ni du bien ni du mal des clubs de la région. On est là pour donner des infos. Donc c'est le but du 45 minutes et c'était le but toute la saison. Et Joël, tu l'as très bien fait. Vas-y. Alors les demandes de la DNCG sont très précises. Il faut une reconstitution des capitaux propres, assurer une saison de fonctionnement sans vente de joueurs et sans endettement, et des apports de fonds propres de l'actionnaire. 3 choses qui sont demandées. Et le problème du modèle économique de Lille, c'est que c'est un modèle basé sur l'endettement. Et dans son budget prévisionnel, je crois que Gérard Lopez a dit à la DNCG qu'il allait vendre pour 70 millions d'euros de joueurs. Donc, vous voyez, à un moment, les ventes de joueurs vont couvrir l'endettement. Alors que normalement, elles devraient permettre de recapitaliser le club, d'augmenter les fonds propres et d'assurer
une forme de pérennité. Et donc c'est toujours cette fuite en avant qui m'inquiète parce que budgétairement, le LOSC n'a pas les mêmes ressources qu'un club qui est aussi endetté comme Marseille, qui a le double de ressources. Et quand on regarde le budget qui a été donné par la DNCG pour la saison 2016-2017, eh bien on voit que la masse salariale est supérieure aux recettes. Ce qui veut dire que dès le début de la saison, vous avez 58 millions de masse salariale, 53 millions d'euros de recettes, et donc vous devez vendre pour assurer le paiement des salaires de vos propres joueurs. Donc c'est pour ça que ce modèle m'inquiète, parce que c'est une dérive et qu'on ne peut pas, à terme, toujours augmenter l'endettement. Juste une info pour que les supporters, ça c'est quelque chose qui va parler vraiment aux supporters lillois. Si on analyse les derniers comptes publiés par la DNCG, donc ça c'est incontestable, et on les compare avec les règles du fair play financier européen, qui permettent à un club éventuellement de participer soit à l'Europa League, soit à la Ligue des Champions. Le LOSC, s'il s'était qualifié pour une de ces deux compétitions, à cause de ses comptes, n'aurait pas pu y participer. D'accord. Donc, quand même, il faut se rendre compte, le fair play financier européen dit des comptes du LOSC qui ne sont pas compatibles avec cette règle qui est aujourd'hui acceptée par tous les grands championnats. Donc là, ce n'est pas les journalistes qui l'inventent, ce sont les comptes officiels validés par un commissaire aux comptes et par la DNCG face à des règles qui sont écrites par l'UEFA. Donc vous voyez, je veux dire, là, on est quand même sur quelque chose qui est pas on veut se faire le LOSC ou on n'aime pas Gérard Lopez ou on est négatif. C'est comme ça. Voilà. Non. Emmanuel, Jordi Brésil nous dit il suffit d'attendre le passage devant la DNCG. Au pire, si on va en Ligue 2, on retrouve les derbies. Mais est-ce que c'est. Alors, pourquoi pas les derbies lancines, est-ce que c'est possible de voir le LOSC en Ligue 2 ? Mais c'est possible, non. Financièrement, non. Et puis, je ne le souhaite pas. Le club de Lille est un club de Ligue 1 qui est dimensionné, qui est un club important dans le championnat français, dimensionné en Ligue 1 et qui a nécessairement le besoin d'être en Ligue 1 pour le territoire, pour le stade, pour ses infrastructures, pour son effectif, pour sa survie financière, économique. Donc non. Donc c'est pas viable en Ligue 2. Je pense que le club rêve, parce que vendre 70 millions de joueurs qui étaient déjà en vacances hier avant le match, ça va être compliqué. Première recette, ils peuvent faire Pépé. Pépé, ils vont le vendre, s'ils veulent le vendre. Alors, voilà. Et bon, c'est le seul, pour moi, jackpot, entre guillemets. Il y a Mendes aussi, après, la solution aussi, c'est louer les chambres de Bielsa l'après-midi. Non, mais je pense que quand même, on a beaucoup dénigré le recrutement. Il y a quand même des joueurs de qualité. Pépé a fait une saison, je trouve, remarquable. Et ce joueur a pris une vraie dimension. Alors évidemment, ça serait une forte valeur marchande. C'est un des premiers qui va sans doute s'en aller. Mais il y a quand même un capital joueur. Il y a quand même des joueurs qu'on ne valorisera pas à la hauteur de ce que Gérard Lopez les valorise. Mais en même temps, il y a quand même une réserve. C'est que Gérard Lopez peut aussi trouver des partenaires. Il peut trouver des partenaires qui injecteraient des fonds. Et il peut aussi, grâce à son réseau, il ne faut pas oublier que quand même le projet du LOSC est assujetti à une sorte de trading de joueurs permanent, vente, achat. Et donc, il peut aussi, avec ses réseaux, trouver des acheteurs. Vous savez comment ça fonctionne ? On connaît des agents, on connaît des clubs, et à un moment, tout le monde s'arrange pour que ces joueurs partent et que ça rend flou les comptes du club. Donc, il faut attendre le 29 mai, la DNCG, pour voir clairement ce que va décider l'instance. Et à partir de là, on pourra déterminer si l'entraîneur va rester. Parce que si c'est une rétrogradation en Ligue 2, je ne pense pas que Christophe Galtier va rester. Et puis voir si ce que Gérard Lopez dit depuis le début, eh bien, il est prouvé qu'il a dit la vérité. Claudie Frédéric nous dit ok, c'est pas une raison de souhaiter Lille en Ligue 2, bien évidemment. Ce serait une catastrophe économique au-delà du sportif. Oui. Oui, parce que c'est un club qui appartient au territoire. C'est un club important. C'est le premier grand club français de l'après-guerre. Et à un moment, il y a tout un système économique. Et puis, ce sont les contribuables qui vont renflouer ce que le LOSC ne donnera plus s'il était en Ligue 2. Mais moi, je pense qu'économiquement, en Ligue 2, ce n'est pas viable. Donc, on est quand même au bord du dépôt de bilan parce que les ressources sont infimes par rapport à ce qu'on peut récupérer en Ligue 1. Tu voulais ajouter. Oui, mais je voulais te poser la question suivante, Joël. Est-ce que tu penses que Galtier est l'entraîneur qu'il faut à Lille ? Je pense qu'il a déjà maintenu le club. Donc, oui. Qui aurait pu maintenir le club, parce que c'est quand même un homme qui sait gérer, et il l'a montré à Saint-Etienne, un groupe, un effectif. Je peux vous dire que la dernière semaine qu'il a passée avant le match à Saint-Etienne, c'était vraiment la démobilisation totale. Je pense qu'il craignait sincèrement que l'équipe prenne une valise, c'est ce qui s'est passé. Donc oui, c'est quelqu'un qui, s'il peut influer sur le recrutement et changer... Mécaniquement, il va y avoir du changement puisqu'il y aura beaucoup de ventes. S'il peut changer et amener un peu plus d'expérience et surtout d'esprit, oui, je pense qu'il peut assumer ça. Et en tout cas, il l'a dit publiquement qu'il souhaitait le faire. On va l'écouter hier soir, Christophe Galtier, après le match à Saint-Etienne, son ancien club, au micro de nos confrères de France 3 Lyon. Écoutez. Sur un plan sportif,
et notamment du comportement, ça a laissé à désirer. On a été punis, à juste titre, et on a pris 5 buts. Ça fait 67. Quand vous encaissez 67 buts dans une saison, c'est très compliqué d'être bien classé. Voilà. Avec 38 points, on s'est sauvé. C'est exceptionnel. Non pas la performance de faire 38 points. C'est rarissime de se sauver avec 38 points. Il faudra retenir les leçons. Il faudra bien réfléchir à comment construire la future équipe. J'ai un petit mot au président à faire passer quand même. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'avais dit aux joueurs. Le président, il a été énormément présent sur les dernières semaines. Très présent. Même voire généreux. Et je trouve que ce soir, on ne lui a pas renvoyé l'ascenseur. Manu, comment tu le trouves là, Christophe Galtier? Moi j'aime bien sa question, il va falloir reconstruire sur d'autres bases. Mais je voudrais souligner un paradoxe sur lequel je pense Gérard Lopez va devoir vraiment se positionner. Toute la saison, sur les réseaux sociaux, dans les interviews, dans les rumeurs qui sont lancées par des agents, on ne cesse de valoriser la valeur supposée de tous les joueurs du LOSC. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un bon moyen de les conditionner pour dire il faut se battre là d'abord sur le terrain avant de penser au prochain transfert? C'est une communication organisée par le LOSC toute la saison. Il suffit de regarder les comptes Twitter, regarder par curiosité les comptes Twitter étrangers. Le LOSC a un compte espagnol, anglais, mais on a l'impression que le LOSC a gagné la Ligue des Champions. Chaque joueur, c'est le maestro, c'est le machin. Voilà, mais je pense que ça, c'est un paradoxe énorme. Comment Christophe Galtier, il peut gérer des joueurs qui, d'un côté, par leurs dirigeants, sont valorisés parce qu'il faudra les revendre, et de l'autre côté, lui, il leur dit, mais attendez, pour l'instant, vous ne m'avez rien montré sur le terrain, ça serait bien de vous bouger. C'est quand même un gros paradoxe. D'où l'intérêt, encore une fois, de faire confiance à ces jeunes. S'il y a des jeunes de qualité, ils valent rien, ils vont prendre de la valeur. On revient à Christophe Galtier, Joël. Comment tu le sens là? On parle désabusé, totalement désabusé. Il craignait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'équipe soit totalement démobilisée. C'est ce qu'il avait dit jeudi et qu'il avait laissé entendre. Et ce qui s'est passé cette semaine à l'entraînement, je pense qu'il y a même eu un début de bagarre entre Araujo et Mike Maignan. C'est quand même l'idée d'une équipe qui était déjà en vacances. On l'a vu sur le terrain. Et il faut vraiment que ça change au cœur du système, c'est-à-dire que les joueurs soient impliqués dans le projet, qu'ils ne pensent pas à leur prolongation de contrat ou leur futur club et leur nouveau contrat à l'étranger ou ailleurs. Parce que dans la saison, comme disait Manu, il y a eu des épisodes un peu surprenants. Par exemple, Mike Maignan avait fait des erreurs, des fautes sur le terrain, et je crois qu'une semaine plus tard, il prolongeait au club, ce qui est quand même un signe très négatif. Quand on prolonge, c'est qu'on a plutôt des performances sur le terrain, et là, c'était l'inverse. Donc je pense qu'à un moment, cette adéquation, et quand on parle d'état d'esprit, elle doit être en rapport avec ce que décident les dirigeants et ce qu'ils octroient aux joueurs, qui est forcément une conséquence de leur bonne performance et non l'inverse. Et là, qu'est-ce qui se passe pour Christophe Galtier? Il est sous contrat et il a dit publiquement que si le club était rétrogradé en Ligue 2, il ne serait plus l'entraîneur. Voilà ce qui se passe. Donc si le club est maintenu en Ligue 1, ce que tout le monde ici à cette table souhaite, il faut quand même le dire, eh bien à ce moment-là, il restera l'entraîneur. Il a déjà programmé la reprise, il a déjà programmé le stage, même si on n'a pas encore le lieu, et les séances d'entraînement. Donc je veux dire, il faut que l'entraîneur, aujourd'hui, avec le concours de Luis Campos qui va, avec ses réseaux, amener des joueurs, sache qui va s'en aller, qui arrive et quels sont les profils. Donc je veux dire, ce travail, il commence maintenant. Et on ne le saura donc que le 29 mai. Mais le 29 mai, je pense que Galtier, au téléphone dans un premier temps, sera partie prenante dans la composition et on va dire l'architecture de ce nouvel effectif. Tu sais, Joël, Eric Sicora était en train de préparer la saison prochaine hier. Hein. Ce qui s'applique à Lens peut s'appliquer aussi à Lille. Hein. Il est peut-être en train de préparer la saison prochaine. Oui, de ce qu'a dit Gérard Lopez, était prévenu avant la fin du championnat que le club recherchait un autre profil. Les dirigeants l'avaient reçu pour l'en informer. Donc il savait très bien qu'il probablement il ne serait plus l'entraîneur du Racing Club de Lens. Alors que, à ma connaissance, Christophe Galtier n'a pas eu comme communication de la part de ses dirigeants qu'il ne serait plus l'entraîneur du LOSC la saison prochaine. Mais en revanche, Gérard Lopez, ou en tout cas des gens proches, ont clairement communiqué en disant qu'ils se posaient la question de savoir est-ce que Galtier est toujours le bon entraîneur. Ça, ça existe aussi au sein du club. Ce que je veux dire, c'est que je pense... partout. Non, mais
Aujourd'hui, Gérard Lopez n'a pas confirmé de manière officielle et pleine le fait que Christophe Galtier allait continuer. D'abord parce que Christophe Galtier qu'il ne resterait pas en Ligue 2 déjà. D'abord parce que Christophe Galtier l'a dit lui-même, mais je pense que sincèrement, Gérard Lopez, il n'est pas sûr non plus de son coup. Et d'ailleurs, on voit comme par hasard, parce qu'il faut quand même suivre aussi tout ça, comme par hasard, on voit fleurir plein de noms. Là, des rumeurs, voilà, des gens qui, alors soit se placent par leur agent, soit c'est le LOS qui organise la pression sur Galtier. En tout cas, il se passe des choses autour du poste d'entraîneur. Je ne suis pas sûr que ce soit un complet hasard. Et ça coûterait combien au club là, dans les 4 mois, dans les 4 mois qui vont se passer, je ne pense pas, et Daniel va nous confirmer, je ne pense pas que Galtier était entraîneur de foot. Il était quoi ? Je sais pas, mais il n'était pas entraîneur de foot. Il gérait garde-chiourme, je sais pas, il gérait des caractères. Bon, même si on dit les entraîneurs sont là pour faire de la gestion, tout ce qu'on veut, mais là, à mon avis, il n'y avait pas la place pour le foot. Il y avait la place plutôt dans l'humain, dans le comportement. C'était pas vraiment ce que j'appelle entraîneur de foot. Rachid nous dit, déjà Bissouma, il y avait des offres à 25 millions de la part de Monaco et l'Inter l'été dernier. Ouais, mais alors ça, j'aimerais qu'on m'apporte la preuve écrite que c'était vrai. Je ne demande qu'à le croire. Il faut la preuve, Rachid. Ce serait parfait pour le club. Et si le LOSC arrive à vendre pour 70 à 80 millions d'euros, je serais ravi. Ça veut dire que les dirigeants ont fait les bons choix, ont pris les bons joueurs et que le club est renfloué sur le plan financier. Mais j'en doute parce qu'à un moment, cette communication me paraît organisée et que la réalité du marché, parfois, nous confronte à des chiffres beaucoup moins ambitieux. Et franchement, s'il trouve un club à 25 millions pour Bissouma après la saison qu'il a fait, même s'il a fait une meilleure fin de saison que milieu et début. Alors, pour parler d'un club qu'on connaît ici et dont on a parlé, d'un joueur, à l'époque, je me rappelle d'un départ de Geoffrey Kondogbia pour 40 millions d'euros, qui était hors norme, qui était complètement en inadéquation avec le marché. Donc tout est possible sur le marché des transferts avec les réseaux et les contacts de Luis Campos. Ça dit, c'est l'occasion de dire aux supporters de garder beaucoup de recul par rapport à ça. Quand un joueur, quand le LOSC dit... on a une proposition énorme pour tel joueur et tout ça. Bon, gardons un peu de recul. Tant que c'est pas signé, que le club n'a pas vraiment fait l'affaire jusqu'au bout, on l'a vu même y compris pour Amadou qui avait envie de partir, qui avait un club, qui avait une proposition. Résultat, il est toujours là. J'ai une question de Sebou Loulou, ma fierté. Debuchy voudrait revenir. Info, intox. Je ne sais pas. En revanche, ce serait un bon exemple d'un joueur qui vient pour l'esprit. Parce que lui, il a vraiment l'esprit lillois. Il est vraiment intégré au territoire et au club et à son histoire. Mais ça serait un très bon recrutement. Mais je ne vois pas de quoi... il ne correspond pas au profil recherché. Alors, s'il est libre, oui. Sauf que, alors, qu'est-ce qu'on fait de Malcuit? On le vend parce que Malcuit a fait quand même une bonne fin de saison. Il y a plein de supporters qui disent de ne plus prendre Malcuit. Moi, je trouve que Malcuit a apporté sur le plan offensif. Et dans les derniers matchs qu'on a vus, même s'il a été longtemps blessé, je trouve que Malcuit a fait une bonne fin de saison. Je le répète. Et Jordi nous dit Thiago Mendes également courtisé par l'Inter de Milan. Oui, alors là, Thiago Mendes, c'est une forte valeur marchande. Elliott, qui est le prêteur, a toujours dit que c'était il y avait une plus-value très forte à faire. Et je pense qu'effectivement, il pourrait partir pour 20 millions d'euros. Vas-y, Daniel, tu voulais? Tu n'étais pas d'accord? Ah non, je ne suis pas d'accord sur Malcuit. C'est-à-dire C'est-à-dire que je l'ai vu faire des matchs intéressants quand il était concerné. Et puis, être absent complètement quand il y avait la déroute, quoi. À un moment donné, c'est... Encore hier, je le vois sur un ou deux buts. Je ne parle même pas de celui qu'il a mis contre son camp parce que c'est vraiment... Mais il est absent complètement, quoi. Il fait un marquage à l'envers. Debuchy pose une bonne question. 2 minutes de jeu. Debuchy pose une bonne question aux dirigeants lillois. Lui, il a 32 ans. Il n'a pas la valeur marchande ni d'un joueur de 22, ni même d'un joueur de 27-28 ans, qui sont les joueurs qui aujourd'hui sont recherchés officiellement par le LOSC pour essayer d'amener un peu d'expérience, mais ils ont fixé la barre à 27-28 ans. Debuchy ne rentre dans aucun de ces critères, et pourtant, Joël le disait, il rentre dans un certain nombre de critères qui sont importants pour les supporters, et même, moi, je pense, qui sont importants pour un club. Si Debuchy veut revenir, il a un salaire important, mais il n'a plus de valeur marchande importante, donc il n'y aura pas de plus-value sur Debuchy à terme. Mais il va avoir un salaire forcément important. Donc lui, il pose une question importante au club, c'est est-ce que vraiment votre projet, il est comme ça, ou est-ce que de temps en temps, une petite ouverture, ça peut servir tout le projet? Moi, j'ai l'impression qu'un Debuchy au milieu de jeunes, ce ne serait pas si mal. C'est reconnaître un petit peu les erreurs, c'est de faire marche arrière un petit peu. Là, ils ont viré tout le monde. Bon, là, à un moment, tu reprends quelqu'un qui est du Sérail, Mathieu Debuchy, qui a fait toutes ses classes à Lille. Ben, c'est un peu se désavouer de ce que tu as fait au départ, parce que tu as viré tout le monde au mois de juillet. Donc, pourquoi pas? C'est la différence entre le pouvoir administratif et puis le pouvoir sportif, quoi.
Allez, il nous reste 40 secondes. Daniel, je te laisse la parole. Si tu pouvais, juste avant de nous quitter, cette saison-là, qu'est-ce que tu garderais en quelques mots de cette saison qu'on vient de vivre ensemble? Bravo à Amiens d'abord. Et je leur souhaite encore une fois beaucoup de continuité, mais ce sera facilement réalisable avec Pélissier. Et puis pour le LOSC, éventuellement, de prendre une nouvelle orientation. Et puis pour se regrandir et puis redevenir encore une fois une équipe intéressante de Ligue 1. Et puis pour Lens et Valenciennes, tout au moins Lens viser la Ligue 1. Pour Valenciennes, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué. Mais je souhaite tout ça à ces équipes. Merci Daniel. Joël, merci d'avoir été avec nous toute cette année. Avec plaisir. Cette année, là on va suivre le LOSC évidemment. En tant que journaliste, c'était une saison très très rare quand même. La pire que j'ai vécue. Ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier et c'est la pire parce qu'on ne souhaite jamais la défaite des clubs que l'on suit parce que c'est toujours plus difficile, les gens se ferment. On ne souhaite que la victoire parce que c'est toujours facile d'accompagner des clubs qui réussissent, qui veulent dire qu'ils ont bien travaillé, que tout est cohérent et que les joueurs et les gens qui les encadrent sont contents de nous parler. Philippe, on espère une autre saison là, 2017. Ouais, parce qu'il y a 6 ans, je crois à peu près, je comptais dans la tête, il y a 6 ans, il y avait 4 clubs du Nord en première division, en Ligue 1. 2009. En 2009, donc à peine 10 ans. Alors je vous pose la question, vous me donnerez la réponse au mois de septembre, vous me ferez une dissertation. Pourquoi il y a presque plus un? Sur les 4, ils ne sont plus là pratiquement, puisque Lille, c'est tangent. Alors pourquoi, sur 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Rachid, Jean-Louis, Rachid sur Amiens. Je souhaite que le club garde sa simplicité. C'était pas simple. Non, mais c'est vraiment qu'il garde sa simplicité, son humilité. Et puis en parlant du LOSC, je voudrais quand même vous faire noter que c'est le seul club qui nous a refusé une interview d'avant-match. On a appelé. Non, pas d'interview. C'est le seul club de Ligue 1. Et c'est moi qui appelais à chaque fois. Pourvu que ça change la saison prochaine. Et nous, on a invité des dirigeants du LOSC et des joueurs toute l'année. J'espère que la saison prochaine, il y en aura si on poursuit. Jean-Louis, un dernier mot sur Amiens? Sur Amiens, et puis aussi, Rachid a dit l'essentiel, mais je voudrais aussi donner un coup de chapeau à 4 ou 5 personnalités du foot qui sont des joueurs, qui sont passés par la Picardie ou qui sont picards, comme Clément Langlais, qui va être probablement transféré à Barcelone. Il y a Nzonzi, qui a été appelé par Deschamps. Le troisième, vous le connaissez tous, c'est Ndombele, qui va certainement signer au Paris Saint-Germain. Il est pressenti aussi éventuellement à Arsenal. Kevin Gamero aussi, mine de rien, parce qu'il est picard et il a gagné la Coupe l'Europa League. Et puis notre arbitre aussi, Rudy Buquet, qui est l'un des meilleurs arbitres français, qui est de la Somme d'Amiens. Merci Jean-Louis. Manu, dernier mot, il nous reste 30 secondes. Juste un mot, on nous a souvent dit que cette année, 45 minutes pour sa première saison, c'était quand même négatif, on était toujours sur... moi, je donne rendez-vous à l'année prochaine. On espère qu'on va pouvoir parler de rêves de Coupe d'Europe, de clubs qui vont bien, de choses positives, de joueurs qui viennent ici partager leur passion. On demande que ça. On a simplement vécu une saison où on avait 4 clubs qui ont joué le maintien une grosse partie de la saison, et en plus avec plein de choses extra-sportives. On n'a fait que suivre. On espère pouvoir suivre aussi dans la joie, comme on l'a fait par exemple il y a 20 ans et même encore plus récemment. Et une Coupe d'Europe, pourquoi pas. Merci à vous, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. Cette émission a été réalisée par Milan Tomic, préparée par Judith Ambert, Christelle Trion, Bertrand Bréron et toutes les équipes techniques. À très bientôt, repris du championnat Ligue 1. Début le 12. Le 12 août. 11-12. Et bien bientôt. La Ligue 2, fin du mois d'avant. Et vous suivrez ça de nos JT. 27. Bon dimanche. Salut. Salut.